Bonjour à tous, alors comme promis, on se retrouve enfin pour la vidéo point sur Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura, ou Sakura chasseuse de cartes en français, est un manga et un anime des merveilleuses Clamp. C'est un shoujo de type Magical Girl bien sûr, et il est de genre aventure, fantastique et romance. Le manga est composé de 12 tomes et est sorti entre le 22 novembre 1996 et le 31 juillet 2000 au Japon. En France, seulement les 2 premiers tomes sont d'abord sortis chez l'édition Manga Player en 99, mais il finira par sortir entièrement avec l'édition Pika entre le 3 octobre 2000 et le 3 juillet 2001. Il est ressorti dans une édition deluxe en 9 tomes entre le 27 mars 2015 et le 28 août 2015 au Japon. En France, toujours chez Pika, cette édition de luxe est sortie entre le 18 avril 2018 et le 12 décembre 2018. En France, on a également une édition double en 6 tomes basée du coup sur la première édition qui est sortie entre le 8 octobre 2008 et le 9 septembre 2009. On a aussi eu le droit à une édition anime comics en 10 tomes basée sur l'anime sorti en France, toujours chez l'édition Pika, entre le 13 novembre 2001 et le 17 juin 2003. L'anime produit par Madhouse, je suis désolée pour la prononciation, est lui composé de 70 épisodes. L'anime a été diffusé du 7 avril 1998 au 21 mars 2000. Il y a eu également des films. Le premier film, appelé Cardcaptor Sakura, le film, ou Sakura chasseuse de cartes, le film Le voyage à Hong Kong, se situe chronologiquement entre l'épisode 35 et 36 de la série animée. Il est sorti le 21 août 1999. Le second film, quant à lui, se regarde après la totalité de l'animé. Il se nomme Cardcaptor Sakura, film 2, La carte scellée, et il est sorti le 15 juillet 2000. Il y a également une suite à ce manga et cet animé nommé Claire Card. On y retrouve notre petite Sakura au collège, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Bien sûr, Cardcaptor Sakura est devenue une licence en elle-même. Donc on y retrouve plein de produits dérivés comme des figurines, des peluches, des cartes, des jeux vidéo et plein d'autres choses. L'histoire est composée de 2 arcs distincts. Le premier arc correspond aux 6 premiers tomes de la première édition du manga et aux 2 premières saisons. Et donc le second aux 6 derniers tomes et à la 3e saison. Le premier arc est centré sur la recherche et la capture des cartes de Clos. En effet, un jour, Sakura, écolière d'une dizaine d'années, va tomber sur le livre de Clos dans la bibliothèque de son père. En l'ouvrant, des mystérieuses cartes vont s'échapper et une étrange créature nommée Kerberos va se réveiller. Kerberos va lui révéler qu'il est le gardien de ces cartes et il va charger Sakura de retrouver les cartes avant que des catastrophes arrivent. Alors en effet, ces cartes possèdent de grands pouvoirs magiques. Sakura va également faire la rencontre de son rival Shaolan et elle va devoir prouver au deuxième gardien des cartes, Yue, qu'elle est digne de devenir leur maîtresse. Dans le second arc, attention spoiler si vous n'avez pas vu la fin du premier arc, Sakura est devenue la nouvelle maîtresse des cartes de Clos, elle doit maintenant les transformer avec sa propre magie en cartes de Sakura, ce qui lui prend vraiment énormément d'énergie. On fera également la rencontre du mystérieux Eriol, nouveau camarade de classe de Sakura. En parallèle, d'étranges phénomènes se produisent dans la ville, ce qui oblige Sakura à utiliser son pouvoir pour transformer les cartes. Cardcaptor Sakura s'inscrit dans le riche univers des œuvres de Clamp. En effet, on pourra retrouver ces personnages dans Tsubasa Reservoir Chronicle, par exemple, où Shaolan d'un univers parallèle est le héros de l'histoire. Je vous recommande d'ailleurs également cette lecture qui, par contre, est un style beaucoup plus shonen dans le déroulement de l'histoire. Ai-je vraiment besoin de vous dire la popularité de cet animé tellement son impact a été fort ? Il fait partie des Magical Girl et je dirais même des shoujo en général les plus connus. Il a été adapté dans plusieurs langues, donc il est connu également à l'international. Et il fait, je pense, partie des dessins animés de l'enfance de beaucoup d'entre vous. Il s'est inspiré de ses différents prédécesseurs du genre Magical Girl avant l'arrivée du genre Magical Sentai avec Sailor Moon, mais tout en reprenant quelques codes comme la notion du combat, et en effet, même si Sakura ne fait pas partie d'un groupe de filles magiques, elle n'utilise pas non plus sa magie pour des choses du quotidien, mais pour éviter des catastrophes. Sakura a lancé une nouvelle vague de Magical Girl reprenant une héroïne unique, mais avec des enjeux plus importants, ou des thématiques plus lourdes qu'auparavant. Je pense par exemple à Kamikaze Kato-Jan ou Prétard, Princesse Tutu qui vont arriver après. Cardcaptor Sakura, c'est pas le premier Magical Girl des Clamp, en effet, le premier c'est Magic Knight Reheart, mais vu que celui-ci est sorti dans la même période que Sailor Moon, il a été vu comme trop proche de ce dernier. Alors que ce n'est pas du tout le cas, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Vous pouvez aller voir ma vidéo consacrée à Magic Knight Hearts, je vous le mets dans le petit i. Pour revenir à Cardcaptor Sakura, elles ont voulu se centrer sur un public plus jeune qu'à leur habitude. Comme dit précédemment, elles ont fait un mélange d'inspiration des Magical Girls et ça a donné cette recette gagnante pour fonctionner. Même si Clamp était déjà populaire au Japon avec des œuvres cultes comme RG Veda, comme X et ce genre de choses, c'est vraiment Cardcaptor Sakura qui va les propulser à l'international, ainsi les faire connaître du grand public. Cardcaptor Sakura a également remporté quelques prix comme le prix du Seiin du meilleur manga en 2001 et le prix animé Animage pour la deuxième saison de la série en 1999. Je vous préviens, cette partie va être extrêmement longue vu que les personnages c'est vraiment le gros point fort de la série, donc j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour chaque personnage. Le personnage principal de la série, comme son nom l'indique, est bien sûr Sakura Kinomoto. Sakura est une élève de CM1, elle est très sportive, elle fait même partie du club des majorettes. Elle est un peu tête en l'air, courageuse, bienveillante, gentille et très empathique. Sakura a un pouvoir qui lui permet d'utiliser la magie des cartes. Contrairement aux autres Magical Girls, il n'y a pas de transformation, donc pas de forme magique. Les costumes sont réalisés en fait par sa meilleure amie. La couleur qui la représente est bien sûr le rose. Au niveau plutôt sentimental, au début de la série, Sakura est très amoureuse de Yukito. Mais elle ne restera par la suite pas insensible à notre petit Shaolan. J'adore son personnage, je trouve objectivement que c'est la meilleure héroïne de tous les Magical Girls que j'ai vus. Je ne connais personne qui n'apprécie pas à minimum ce personnage. Elle possède toutes les bonnes qualités des héroïnes de Magical Girl, elle est vraiment très attachante et j'ai adoré la suivre, que ce soit dans ses aventures magiques, mais aussi sa vie plus quotidienne. On retrouve également une multitude de personnages importants qui entourent notre Sakura. Keroberos, appelé aussi Kero, est l'un des deux gardiens des cartes de Clos, il symbolise le soleil et les cartes qui le représentent sont le feu et la terre. Il a pour mission de trouver le prochain maître des cartes à la suite de Clos. Il va accompagner Sakura dans sa chasse aux cartes, on ne va pas se mentir, c'est la mascotte de la série. Il a la forme d'une peluche ailée, mais sa véritable forme lorsque toutes les cartes élémentaires sont réunies est celui du tigre ailé. Kero a un fort accent, au Japon cela correspond à celui de Osaka, en France ils lui ont donné un accent du sud, de type marseillais. Kero est très gourmand et il est amateur de jeux vidéo. Même s'il peut se montrer égoïste par moments, il est vraiment très drôle et très attachant. C'est un véritable soutien pour Sakura et on ressent vraiment son amitié et son envie de la protéger. Je trouve que c'est un excellent personnage et c'est clairement ma mascotte préférée dans tous les Magical Girls que j'ai vus. Parce que, en plus d'être mignon, drôle, attachant et un réel soutien pour l'héroïne, il est utile à l'histoire et n'est pas là juste pour être là. Tomoyo Dedoji est la meilleure amie de Sakura et également sa cousine au second degré. Elle est la fille d'un grand PDG et est régulièrement accompagnée par ses gardes du corps. Elle est passionnée par le chant et la caméra. En effet, elle adore filmer en particulier les aventures de Sakura qu'elle accompagne régulièrement dans sa chasse aux cartes. Elle adore également lui confectionner des costumes pour ses différents combats. Elle considère Sakura comme sa muse. On comprend rapidement que ce qu'éprouve Tomoyo pour Sakura n'est pas de la simple amitié. Tomoyo est décrite comme très belle, gentille, mature, généreuse et intelligente. Tomoyo, malgré son obsession qui peut peut-être parfois paraître bizarre envers Sakura, est une excellente meilleure amie. Elle est un réel soutien pour Sakura et fait son possible pour l'aider et la soutenir. Elle fait toujours passer en premier les sentiments de Sakura car elle souhaite véritablement son bonheur. C'est une vraie belle amitié et le personnage de Tomoyo est vraiment très attachant. Shaolan Lee arrive en cours d'année dans la classe de Sakura. Il vient de Hong Kong et se présente comme le rival de Sakura dans la chasse aux cartes. Il est un descendant direct de Clos, ainsi il possède également des pouvoirs. Shaolan réussit à capturer des cartes seulement dans l'anime et pas dans le manga. Dans un premier temps, on découvre un garçon solitaire, mystérieux, timide, peu expressif et assez colérique qui doute des capacités de Sakura et veut devenir le prochain maître des cartes. Il semblera par ailleurs éprouver des sentiments pour Yukito, ou du moins une grande admiration. Par la suite, Shaolan se révélera gentil, protecteur et attentionné. Sa timidité et son impulsivité cachaient une véritable sensibilité et un garçon au grand cœur. Il réalisera que son attirance envers Yukito provient du pouvoir lunaire. Il se rapprochera peu à peu de Sakura dans un premier temps comme un ami, mais il finira bien sûr par tomber amoureux d'elle. J'adore son personnage, même si c'est vrai que dans le manga, je ne trouve pas tant présent que ça. Bien sûr, il reste un personnage principal, mais dans mes souvenirs, il était vraiment beaucoup plus présent. Après, je pense que c'est dû à l'anime aussi que je n'ai pas revu. Pour autant, j'aime toujours son personnage, et même dans n'importe quelle œuvre de Clamp. Et la relation de Shaolan et Sakura est l'une de mes préférées, tant elle est mignonne et sincère.
Toya Kinomoto est le grand frère de Sakura. Il est lycéen et fait également plein de petits boulots, cela devient d'ailleurs humoristique dans la série car il effectue toujours un travail différent dans chaque épisode ou chapitre. Il se montre très taquin envers sa sœur et l'embête constamment, mais il est en réalité très protecteur envers elle et tient plus que tout à elle. Avec le décès de leur mère et le travail prenant de leur père, Toya prend une place d'un parent pour Sakura. Toya possède également des pouvoirs, il peut voir les fantômes et sentir les auras magiques, d'ailleurs il sait que sa sœur est la chasseuse de cartes, mais il ne lui dira pas. Il sent quand elle est en danger et fait son possible pour la protéger. Toya a des sentiments pour son meilleur ami Yukito, bien sûr cette relation est censurée en VF mais elle est bien présente dans l'œuvre originale. J'adore cette relation que je trouve très solide et bien construite. Toya est globalement agréable et gentil avec tout le monde sauf Shaolan qui ne porte pas vraiment dans son cœur, sentant que c'est ce dernier qui va lui enlever sa sœur. Il n'échappe pas à la règle des autres personnages de cette série, je l'aime beaucoup. J'adore sa relation avec sa sœur que je trouve très touchante par leur lien fort et drôle par leur taquinerie constante. C'est vraiment un personnage qui est prêt à tous les sacrifices pour protéger les personnes qu'il aime. Yukito Tsukishiro est le meilleur ami de Toya. Il est aussi le voisin des Kinomoto, vivant chez ses grands-parents depuis le décès de ses parents. Yukito est un personnage volontaire, bienveillant, généreux, agréable et très attentionné envers ses proches. Il se comporte avec gentillesse envers tout le monde et semble protecteur envers Sakura. Yukito a un appétit débordant et a besoin de beaucoup de sommeil. Il éprouve également des sentiments pour Toya. Je trouve Yukito assez simplé au premier abord, même si sympathique bien sûr, mais il se révélera beaucoup plus intéressant et complexe finalement. En effet, on va passer à une partie spoiler, attention je vais mettre la durée. Yukito se révélera être la forme d'emprunt de Yue, le deuxième gardien des cartes de Clos. Il représente le pouvoir lunaire et ses cartes sont celles de l'eau et du vent. Lorsqu'il est Yukito, il ne sait pas qu'il est Yue, il ne garde aucun souvenir de ces moments. C'est Toya qui va lui révéler la vérité. Contrairement à Kero, qui a le rôle de choisir le maître, Yue a pour rôle de juger. Yue, contrairement à Yukito, est froid et sérieux. Au départ, il éprouvera une réticence à accepter Sakura, étant très attaché à son ancien maître. Peu à peu, il considérera Sakura comme son nouveau maître et même son ami. Sur le point de disparaître car Sakura n'a pas assez de magie et Yue est très dépendant de la puissance de son maître, Toya lui cédera la totalité de ses pouvoirs, afin de maintenir son existence en lui faisant bien sûr promettre de protéger Sakura à sa place. Il y a d'autres personnages un peu moins présents et développés mais restant quand même importants. Fujitaka Kinomoto est le père de Sakura et Toya. Il est conférencier à l'université, même si son travail lui prend beaucoup de temps, il est un père dévoué envers ses enfants. Il leur apporte beaucoup d'amour et de soutien et essaye d'être présent le plus possible auprès d'eux. Fujitaka n'ayant aucune famille, son mariage n'avait pas bien été perçu par la famille de Nadeshiko, ce qui les isola du reste de la famille encore plus après le décès de Nadeshiko. J'ai envie de dire merci la solidarité familiale. Mais petit à petit, les relations vont s'améliorer tout de même. Attention, on va passer un court passage spoiler, je vous mets le temps. On apprendra à la fin que Fujitaka est l'une des deux réincarnations de Clos. Cette partie de lui n'a aucun souvenir ni pouvoir de sa vie antérieure, mais cela explique pourquoi Sakura et Toya ont des pouvoirs. Bien que peu développé, j'apprécie son personnage qui est doux et protecteur envers ses enfants. Nadeshiko Kinomoto est la mère de Sakura et Toya. Elle est décédée à l'âge de 27 ans. Elle est présente tout au long de la série dans les souvenirs des personnages, à travers des photographies et également en tant que fantôme que seule Toya peut voir. Elle veille constamment sur sa famille. Elle était connue pour être très belle, rayonnante, gentille et un peu maladroite sur les bords. Elle est tombée amoureuse de Fujitaka alors qu'elle n'était qu'adolescente. Et lui, son professeur, je ne dirai rien, ça sera pour la partie avis. Leur union n'est pas passée auprès de sa famille, en particulier auprès de son père et de sa cousine. Cette cousine qui d'ailleurs semblait éprouver des sentiments plus que familiaux pour sa cousine. J'adore l'énergie bienveillante que dégage Nadeshiko. Un personnage qui est uniquement présent dans l'anime, je veux bien sûr parler de de la cousine de Shaolan, Meilin Ling. Elle est également la fiancée de celui-ci. Elle est amoureuse de Shaolan et est très possessive. Donc bien sûr, elle est très jalouse de Sakura. Ainsi, au départ, elle se présente comme une rivale face à Sakura, que ce soit dans la chasse aux cartes et dans la relation avec Shaolan. Elles finiront par devenir amies au fur et à mesure. Cet ajout de l'anime est juste inutile, elle me sort vraiment par les yeux. Et en plus, elle rajoute une nouvelle relation incestueuse. Et déjà qu'il y en a pas mal, c'est plutôt négatif. Vraiment, je ne comprends absolument pas cette idée de personnage. Enfin, je vais pas mentir, je sais pourquoi ils l'ont rajouté, c'est pour rajouter des embûches dans la relation Sakura et Shaolan, mais vraiment, c'était pas nécessaire. Mizuki Kao est un personnage surtout présent dans l'arc 1.
Après quelques temps passés en Angleterre, elle revient en tant qu'enseignante en mathématiques à l'école de Sakura. Par le passé, elle a eu une relation avec Toya alors qu'elle était sa professeure, et lui encore très jeune, mais comme je l'ai dit, on en reparle dans la partie avis, j'ai des choses à dire. Kao possède des pouvoirs lunaires. On apprendra également qu'elle a rencontré Eriol en Angleterre et ils sont devenus très proches. Kao est décrite comme magnifique, douce, mature et calme. Elle sera de bons conseils pour Sakura qui se sent rassurée auprès d'elle, contrairement à Shaolan qui se méfiera tout de suite d'elle. Je trouve que son personnage n'est pas vraiment marquant, pour pas vous mentir, je trouve qu'elle rapporte pas grand chose. L'histoire avec ou sans elle, il n'y aurait pas vraiment de changement. On passe aux 3 nouveaux personnages qui arrivent dans l'arc 2, donc attention si vous voulez pas être spoilé. Eriol Hiragisawa est originaire d'Angleterre et intègre la classe de Sakura dans le 2e arc. C'est un personnage très mystérieux qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Il est très mature, posé et calme. Il devient rapidement ami avec Sakura. Il la conseille et veille sur elle, mais à côté, il semble l'attaquer régulièrement, la poussant à utiliser les cartes. Bien sûr, au départ, Sakura ne sait pas que c'est lui. Shaolan semble très jaloux de lui concernant son rapprochement avec Sakura. Attention spoiler, on découvrira qu'Eriol est l'autre réincarnation de Chlorede, celle qui a gardé tous ses pouvoirs et ses souvenirs. Eriol est revenu au Japon afin de rendre plus fort le pouvoir de Sakura pour qu'elle puisse séparer ses pouvoirs entre lui et Fujitaka pour réaliser son souhait de ne plus être le plus grand sorcier du monde. J'aime beaucoup Eriol parce que je le trouve difficile à cerner et son histoire est vraiment très bonne et bien exploitée. Nakuru Ekizuki est une élève qui intègre la même classe que Toya dans l'arc 2. Elle est également originaire d'Angleterre. Elle s'intéresse rapidement à Toya et fait tout pour l'éloigner de Yukito, ce qui la rend vraiment très agaçante. Elle est beaucoup trop insistante et lourde, je zappe les passages avec elle tellement elle me sort par les yeux. Elle et Meling, c'est du pareil au même. Nakuru est une femme transgenre, c'est bien d'avoir de la représentation, mais j'aurais préféré que cela soit pour un personnage plus sympathique. Elle se révélera être Ruby Moon, l'un des 2 gardiens d'Eriol, l'antagoniste de Yue. Ainsi, on comprend que c'est le pouvoir de Toya qui l'intéresse plutôt qu'autre chose. Ce qui la rend encore plus insupportable, et c'est pour vous dire. Vous avez compris, c'est pour moi le pire personnage de la série. Spinelson est le 2e gardien d'Eriol, il est lui l'antagoniste de Kero. C'est un personnage peu développé qui semble assez solitaire. Vu qu'il est peu développé, j'ai pas vraiment d'avis à son sujet. On y retrouve également des personnages secondaires récurrents dans les 2 arcs que je vais juste citer. Masaki Amamiya, l'arrière-grand-père de Sakura, Toya et Tomoyo. Sonomi Deijo, la mère de Tomoya et la cousine de la mère de Sakura. Nous avons également les camarades de classe de Sakura, Sasaki Rika, qui d'ailleurs entame une relation plus que douteuse avec son professeur, on y reviendra. Takashi Yamazaki, Shiharu Miyara et Naoko Yanagisawa, qui sont tous globalement adorables et agréables à suivre, donc c'est un bon petit groupe d'amis. Je m'excuse pour la prononciation de tous ces noms, je sais déjà que je vais avoir des commentaires qui vont parler de ça, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment des difficultés avec les mots japonais, même les mots anglais, même les mots français parfois, donc je suis vraiment désolée. Pour finir, j'ai envie de vous parler des cartes de Clos parce qu'elles ont chacune une personnalité propre et sont à la limite des personnages à part entière. Dans le manga, on n'en retrouve que 19. Et dans l'animé, bien sûr pour créer des épisodes fillers, ils ont augmenté le nombre de cartes à 52, même 53 si on compte le 2e film. Je ne vais pas tous les citer parce que cette vidéo est déjà assez longue, mais je vais vous afficher au moins les 19 cartes du manga à l'écran. Et info supplémentaire, les cartes les plus puissantes sont les cartes élémentaires, c'est-à-dire eau, terre, feu et air. On arrive enfin à mon avis et je suis désolée pour la partie personnage qui était vraiment très longue. Donc déjà, après cette relecture, est-ce que Sakura fait toujours partie de mes 3 Magical Girls préférées ? Eh bien, non, je rigole. Oui, je le trouve toujours aussi bon, même si j'ai quand même repéré plus de défauts qu'à l'époque. Je vais commencer par les points négatifs en premier pour que vous gardiez en tête plutôt les points positifs à la fin de la vidéo pour vous donner envie de lire la série parce qu'elle est géniale. Pour commencer, ce qui m'a marqué, c'est la vitesse et la facilité de la capture des cartes. Je pense que c'est aussi lié à mon souvenir de l'animé que j'avoue n'avoir pas re-regardé pour la vidéo par manque de temps, où la capture est beaucoup plus longue car il y a plus de cartes et les combats me donnaient l'impression aussi d'être plus longs. Dans le manga, j'ai l'impression que Sakura n'est jamais vraiment en grosse difficulté ou vraiment très peu de temps. Alors ça ne m'a pas gêné plus que ça, mais c'est vrai que j'attendais de ressentir un peu plus de tension et ce ne fut pas le cas. L'enjeu est également moins important que dans mes souvenirs, on reste centré sur Sakura et ses proches, là où dans d'autres animés, c'est l'avenir de la Terre qui est en jeu. Après, je peux pas vraiment dire que c'est un défaut parce que c'est pas l'intention du manga. Il se veut plutôt centré sur l'introspection, les relations et les sentiments des différents personnages. Et ça fait aussi du bien ce genre de série.
Un point qui va être long parce que pour le coup, il m'a vraiment dérangé. C'est un point qui a déjà été souligné par l'école du shoujo, je vous mets d'ailleurs sa vidéo dans le petit i, parce que clairement, je rejoins son avis. Ce qui m'a choqué, c'est la différence d'âge dans certaines relations. Les clamps, elles ont toujours abordé des relations tabous dans leurs mangas depuis leur début. Il y a une grande représentation dans leurs différentes séries, alors parfois pour le meilleur, comme le couple Toya et Yukito, qui fait partie de mes couples préférés, et parfois pour le pire. Je vais commencer par ce qui me choque un peu moins car c'est un peu plus normalisé au Japon et je pars du principe que si deux personnes consentantes du même âge s'aiment, même si je ne comprends pas forcément, je peux l'entendre, c'est les sentiments de Tomoyo envers sa cousine, même si éloignée, Sakura. Il y a aussi les sentiments de Sonomi pour sa cousine Nadeshiko, ou dans l'anime, parce qu'il n'y en avait pas déjà assez dans le manga, les sentiments de Meling pour son cousin Shaolan. C'est vraiment limite, mais les sentiments ne sont pas réciproques, et au pire, ils sont sur un même pied d'égalité, donc pas d'histoire de manipulation ou d'abuser de sa position de force. En plus, pour Tomoyo et Meling, elles sont encore très jeunes, et à cet âge-là, on a moins la notion de ce qu'une relation amoureuse implique. Avec ces dernières phrases, je peux ainsi rebondir sur les grosses relations malsaines du manga, youpi youpi. Je pense que vous l'avez compris, je vais parler des relations avec une différence d'âge, mais pas n'importe lesquelles, non. Des relations mineures-majeures. C'est génial. Je commence par celle que je peux à la limite comprendre parce qu'elle peut s'expliquer, attention, spoiler, c'est la relation ambiguë entre Eriol et Kao. En effet, même si Eriol a le corps d'un enfant de 10 ans, en réalité, il a tous ses souvenirs de sa vie en tant que Clo. Et c'est lui-même fait arrêter de grandir pour rencontrer Sakura au même âge, donc de son côté, c'est normal qu'il soit attiré par elle. Et on peut comprendre pourquoi Kao est attiré par la personnalité d'Eriol. Par contre, ça ne change rien au fait qu'il a le corps d'un enfant de l'âge de 10 ans, et qu'elle soit quand même attirée par lui. Parce que même si on ne connaît pas son âge, elle a environ entre 20 et 30 ans. Et puis en plus, elle n'en est pas à son premier coup. Je rappelle aussi qu'elle a eu une relation avec Toya, qui était encore, je crois, au collège, alors qu'elle était déjà professeure, donc ainsi majeure. Je pense que vous voyez le problème. Et puisqu'on n'en a jamais trop des relations malsaines, on en a encore une. Et là, je crois que c'est le pompon sur la Garonne. Sasaki Rika, camarade de Sakura, qui est amoureuse de son professeur, Yoshiyuki Terada, qui aurait environ 30 ans. Je le répète, 30 ans. Dans l'anime, ce n'est pas réciproque et heureusement, donc on peut dire que ça passe. On a tous été amoureux, amoureuses une fois d'un professeur. Mais, je dis bien mais dans le manga, c'est réciproque. Youpi youpi. En plus, dans le manga, ils appuient bien sur le fait qu'elle est tellement mature pour son âge. Mais bon, elle a 10 ans, laissez-la tranquille. Vraiment, c'est très limite de la part de Clamp. Même si bien sûr, le manga reste dans l'innocence, ça reste quand même pour un public jeune, il ne faut absolument pas normaliser ces relations. Avec ça, j'ai oublié de parler de la relation des parents de Sakura et Toya, mais encore, c'est celle qui me choque le moins, je pense, dans la différence d'âge, même s'il y en a une. Bon, mon coup de gueule passé, j'en avais besoin, on va passer au point positif. Bon, je réessaye d'être de bonne humeur, donc j'aime toujours autant l'ambiance du manga et l'histoire qui en découle. Je trouve que c'est un parfait équilibre entre une petite histoire tout douce pour un public plutôt enfantin, mais avec des thématiques et un univers bien exploité qui peut plaire également aux plus âgés. On y aborde quand même les thématiques du deuil, du passage de l'enfance à l'âge adulte et la question de l'immortalité et de la surpuissance. On a une bonne dose de mystère, de magie et des bons sentiments qui nous font du bien. Les relations familiales et amicales sont également très bien exploitées. J'aime aussi énormément la relation entre Shaolan et Sakura que je trouve touchante et sincère, celle de Toya et Yukito également. Pour Sakura et Shaolan, quand on sait que dans l'univers Clamp, c'est deux personnages qui sont censés toujours tomber amoureux quel que soit l'univers, ça me fait encore plus les aimer. La force de Clamp, c'est bien sûr les personnages, je ne vais pas me répéter avec la partie précédente, mais ils ont tous leur propre histoire et leur propre évolution. Leurs personnalités sont bien développées et souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Je me suis vraiment attachée à la quasi-totalité de tous les personnages. J'ai eu un coup de cœur pour Sakura, Shaolan, Toya, Tomoyo, Kero. J'ai adoré les suivre dans leurs combats, mais également dans leur vie de tous les jours. Le manga a aussi une bonne dose d'humour que j'apprécie beaucoup. Certains passages et situations m'ont vraiment fait sourire et le personnage de Kero est en lui-même hilarant.
L'arc 1 est une bonne introduction et on s'attache très rapidement aux différents personnages. J'ai quand même une préférence pour l'arc 2 que je trouve plus abouti. Le personnage et l'histoire d'Eriol vient complexifier l'univers, ce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vraiment ressenti cette notion de voler de ses propres ailes que j'aime beaucoup. Sakura s'appuyait sur le pouvoir de Clo dans le premier arc, alors que dans le second, elle doit se servir de sa propre magie. J'ai vraiment beaucoup aimé la métaphore. J'ai maintenant vraiment hâte de découvrir Claire Card qui continue à développer cet univers que j'aime tant. Je vous recommande 1000 fois ce manga malgré les défauts que j'ai cités. Sans aucune objectivité, je lui mettrai la note de 10 sur 10, même si c'est vrai qu'au niveau des relations, il mériterait plutôt un 9, mais bon. J'oublie ça et j'ai jamais dit que j'étais objective. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur Claire Card. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Je veux votre avis sur la vidéo, votre avis sur Cardcaptor Sakura, également votre avis sur Claire Card si vous l'avez lu mais sans spoiler s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.